Oui. Donc, je vous souhaite bien le bonjour à tous, même si Et la effectivement, panabilité et la Monsieur Angèle, on palavérabilité. s'est aperçu ce matin. Ouais. Faut pas que- Donc, aujourd'hui, on va voir tout ce qui est comment le corps fait-il pour garder un point stable par rapport à ce que je vous ai expliqué hier, que ce soit l'adrénaline, enfin pas l'adrénaline, la dopamine, etc. Donc, comment garder un poids stable sur le long terme dans la théorie. D'accord. Aujourd'hui, on voit la théorie et puis demain, on fera la pratique. En fait, il faut comprendre le corps humain. Alors, je vais peut-être me mettre en vidéo ici un écran. Voilà. Et puis après, je vous partagerai peut-être une page tout à l'heure. Donc, dans la théorie, en fait, il y a un système de régulation interne qui passe par une hormone, toujours les hormones dans notre système de gestion humaine. Et cette hormone, elle est appelée la leptine. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette hormone-là. Donc, Oui. le corps maintient l'homéostasie. L'homéostasie, c'est peut-être pas un terme que je devrais employer. L'équilibre. L'équilibre par rapport à un certain nombre de variables, que ce soit la température, la pression artérielle, le pH du sang, on a aussi la respiration, le rythme cardiaque. Donc, notre cerveau, il va, par exemple, alors si je prends la température, eh bien, il va maintenir la température du corps en mesurant la température de la peau et en prenant des actions pour vous réchauffer ou pour vous refroidir si c'est nécessaire par rapport à la transpiration. Qu'est-ce qu'on a aussi la vasodilatation ou encore quand on a très froid et qu'il doit réchauffer tout ce corps, on tremble, on claque des dents, etc. Voilà. Ça fonctionne un petit peu comme le thermostat, vous savez, qu'on a sur le mur pour régler notre chauffage. On fixe une température sur le système, sur le thermostat et la machine, le moteur, comment on peut appeler ça, quelqu'un qui est là-dedans, un chauffagiste, saura mieux me répondre que moi, mais le système. La chaudière, par exemple, voilà, exactement, super, merci Pascal. Donc, la chaudière, le système va enclencher le chauffage quand la température ambiante, en fait, va descendre en dessous de la température qu'on aura réglée, nous, sur le thermostat. Eh bien, chez l'homme, avec un grand H, le thermostat, il est situé dans le cerveau, au niveau de l'hypothalamus, qui reçoit en fait des signaux externes et qui gère les réponses. Donc, la partie qui va réguler l'appétit et la masse grasse, que l'on appelle, on va appeler le lipostat ou l'hypostate, vous voyez, ça fait penser un peu à thermostat, il se trouve aussi au niveau de cet hypothalamus-là. Enfin, il n'y en a qu'un, mais au niveau de l'hypothalamus. Alors, pour faire simple, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager 2 secondes mon écran. Comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux ce que je veux vous expliquer. Hop là. Si je fais comme ceci, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Hop, hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez comment le cerveau régularise la prise alimentaire? Super, Oui, on voit là. Oui, on voit, ouais. génial. Donc, c'est surtout ce petit tableau-là, enfin ce schéma-là que je voudrais vous expliquer. Donc, vous voyez le cerveau. Donc, j'ai mis une flèche avec les facteurs environnementaux, euh, les facteurs génétiques de développement, selon notre âge, etc. Et puis, toutes les informations, qu'on peut appeler ça des blessures neuronales ou l'inflammation, etc., mais tout ce que notre corps va réagir par rapport à l'extérieur. Et comment il va dépenser ça par rapport au stockage ou à la dépense énergétique et par rapport à la leptine. Alors,
qu'on va appeler les petites bulles là, que j'ai fait sur la droite, on peut appeler ça des adipocytes. C'est des adipocytes qui sont dans notre cerveau, en fait, qui vont produire de la leptine, qui va envoyer un signal donc, dans notre hypothalamus, au hypostat, le thermostat cérébral, d'accord. Et ce signal, en fait, va agir sur ce qu'on appelle le stockage d'énergie, donc sur les réserves graisseuses. D'accord? C'est bon ça? Vous voyez un petit peu comment le schéma fonctionne? Ouais. Alors, je vais reprendre la main. Hop. Si j'arrive à revenir sur l'écran. Est-ce qu'il veut bien reprendre la main? Voilà, et arrêter le partage. Il faut revenir. Donc, je vous explique. Alors, je vous regarde en face, parce que sinon j'ai l'impression de regarder à droite, à gauche, et quand je mets sur l'écran un peu partout. Donc, le lipostat, il va agir sur les réserves graisseuses qui sont disponibles, donc celles qu'on a en stock, d'accord, et il va ensuite coordonner en fait les réponses physiologiques et les réponses comportementales nécessaires pour maintenir notre masse grasse. Le plus important à retenir ici, en fait, c'est que ce lipostat, il est programmé pour défendre le point d'équilibre, un point d'équilibre. Si par exemple, une personne perd du gras, le lipostat va engager une suite de réponses pour vous pousser à augmenter vos apports caloriques, à diminuer vos dépenses énergétiques et donc à regagner le gras perdu. C'est pour ça que la perte de poids est parfois très, très difficile. Parce que votre corps va lutter de toutes ses forces contre cette action en vous poussant à regagner le poids perdu et en augmentant votre faim. Et il va aussi diminuer votre métabolisme. Parce que plus votre métabolisme est haut, plus il brûle les calories, plus il en aura envie. Et donc, il va nous mettre en mode famine. Alors, ce mode famine, c'est un mode d'action cérébrale, plutôt de notre cerveau. Donc, si vous voulez, c'était quelque chose qui était très, très bien, qui était très utile pour survivre dans le temps passé, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus problématique. D'accord? Parce qu'on est dans un environnement ou dans un contexte de surabondance alimentaire. Donc, on n'a plus besoin de ce mode famine. Et ce qu'on peut ajouter, et qui est le plus toujours mon cheval de bataille en fait quand je suis avec une personne en programme de poids, de perte de poids, c'est que quand une personne a atteint ce qu'on appelle le seuil de l'obésité, c'est par rapport à ça qu'on fait les seuils de surpoids, obésité, obésité morbide. Donc quand une personne a atteint le seuil de l'obésité, eh bien le lipostat, il a changé son point d'équilibre avec le temps, avec les années, etc. Donc son niveau de référence, il va augmenter au fil de la prise de poids pour toute personne, hein, et donc va réguler les variations de poids à partir d'une référence qui va être supérieure à une personne qui est mince, par exemple. Ce qui fait que le cerveau, il a besoin d'un niveau de leptine supérieur pour le même niveau de satiété d'une personne mince. Si par exemple, moi j'ai besoin de remplir mon assiette avec, je sais pas moi, par exemple, une belle part de crudité, et un tout petit peu de protéines crues ou cuites, eh bien, une personne qui va être en obésité, son cerveau va emmagasiner que cette assiette-là, il lui en faut au moins 2 pour être rassasié. Je ne sais pas si j'essaie de me faire comprendre, mais je ne sais pas si vous imaginez en fait comment la leptine, cette hormone qui gère le cerveau, réagit en fait. Alors, quand on parle de ça, en termes d'obésité, on parle de résistance à la leptine. C'est-à-dire que cette hormone est décuplée par rapport aux vrais besoins d'individus.
Donc, pendant qu'on fait une perte de poids, le type d'alimentation va influencer forcément la réponse à ce lipostat, à ce thermostat. Donc, plus un régime va être fade, moins il va être palatable, comme on a vu hier. Par exemple, les gens qui prenaient à l'hôpital des espèces de smoothies sans goût, eh bien, plus le palier de leptine, en fait, plus il semble atténuer naturellement. C'est-à-dire qu'on va répondre à cet instinct de famine beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, il y a des connexions entre la zone du circuit de la récompense et l'hypothalamus. Et c'est là qu'en fait, on peut noter une grande arnaque de certains régimes qui vous annoncent avec des belles publicités ou qui vous promettent de perdre du poids ou de la masse grasse en mangeant tous vos aliments préférés. Sous-entendu, bien sûr, des aliments transformés, des aliments palatables, alors qu'au contraire, plus on a une alimentation basique, rudimentaire et presque mono-aliment, en tout cas par repas, plus on va réduire le circuit de la récompense alimentaire, mieux on va contrôler notre appétit et mieux on va contrôler notre perte de poids. Donc la leptine va permettre de contrôler l'appétit sur le moyen, sur le long terme, mais il y a aussi d'autres mécanismes qui entrent en jeu pour le contrôle à court terme d'un repas à l'autre quand on mange quelque chose. Alors, donc par exemple, je vais manger un melon, d'accord? Eh bien, ça va entrer dans mon estomac va s'étirer, et là, il y a des neurones, en fait, qui mesurent la dilatation de l'estomac, qui envoient un signal au cerveau via le nerf vague. Ensuite, la nourriture va progressivement descendre dans l'intestin, où là aussi, il y a des cellules spécialisées, donc neuronales, mais aussi autres, qui vont détecter le contenu en nutriments, cette fois, en nutriments, protéines, glucides et lipides, et vont faire remonter ces informations au cerveau, pendant que, c'est tout un mécanisme, hein, le pancréas et l'intestin vont produire différentes hormones, là aussi elles agissent, qui vont encore agir sur le nerf vague. Enfin bref, tous ces signaux, ils informent le cerveau sur la qualité et la quantité des aliments qu'on ingère, à partir desquels il va produire, oui ou non, un système de satiété approprié, à partir duquel, en fait, il va décider si on a encore faim ou pas. Voilà, pendant ce repas-là. Donc, il y a forcément un lien direct avec notre lipostat qui gère le long terme. Et en cas de régime, en fait, l'hypothalamus va influencer ce niveau de satiété pour s'assurer que vous mangiez plus à chaque repas, pour bien sûr reprendre le poids. Voilà. Et plus vous mangerez des aliments divers, plus vous aurez envie de manger. Alors, quels sont les facteurs qui jouent sur cette satiété? Est-ce qu'on peut jouer sur cette satiété au cours d'un même repas? On l'a déjà plus ou moins évoqué, en fait. Hein. Il s'agit essentiellement de la densité calorique. Ça, c'est un premier point. De la palatabilité, ça, c'est le deuxième point, qui donne en fait une haute valeur à un aliment et qui diminue automatiquement la satiété qu'il engendre. Donc, la teneur en gras, la teneur en sucre, en sel, en fibres et en protéines, qui sont les nutriments, d'accord, vont déterminer notre taux de satiété. Et si on regarde les aliments modernes, qu'est-ce qu'on trouve? Que ce soit de la glace, la pizza, du fast-food, des sodas, des plats préparés, ce sont des aliments très très denses en calories, qui associent à la fois gras, sucre, et qui sont hyper palatables. Par contre, ils sont très pauvres en fibres et très pauvres en protéines, donc très peu rassasiants. Pour moi, la glace, je crois que c'est l'exemple parfait. Essayez de vous trouver un autre exemple, mais pour moi, la glace, c'est l'exemple parfait parce que si je vous présente à table, vous êtes à table, vous imaginez, je vous mets 1 kg de sucre en poudre, brut, d'accord? Après, je vous sers 1 litre de crème fraîche. Et puis, je vous sers à nouveau 6 jaunes d'œufs. Il y a très, très peu de chances pour que vous m'avaliez le tout sur un repas. D'accord?
Déjà, aller au bout du kilo de sucre, il faut déjà le faire. Alors que si je vous présente un litre de glace, je peux vous le garantir que vous pourrez tout consommer. Et en plus, très facilement. Vous êtes d'accord? Alors, peut-être je peux prendre un autre exemple. Parce que la glace, on a l'impression que ça fond, ça n'a plus de substance. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on s'imagine qu'on peut le manger plus facilement. Mais je sais ce que je vais vous donner comme exemple. Pour moi, c'est le summum des principes qui a été travaillé par les marketeurs pour faire manger des calories vides aux gens. Si je prends un menu typique d'un fast-food, avec un burger, un grand soda, une grande frite et puis un dessert glacé au final. On a donc au total des produits qui sont palatables grâce à leur degré de transformation, très très caloriques, puisqu'un repas comme ça fait vite entre 900 et 1300 calories, autant qu'une fondue savoyarde, très très dense, en énergie en tout cas, d'accord? Pas en goût et dans la bouche, mais en énergie par rapport à leur volume. Et puis, en plus, avec une combinaison des différentes saveurs dont on a parlé hier, par rapport à la palatabilité, qui permet d'aller plus loin que la satiété normale qui existerait. Donc, normalement, si je prenais un seul dégoût pour un seul de ces produits, rien que le burger, hein, juste le steak par exemple, eh bien, si je prends la même quantité, mais juste en steak, on ne va pas manger tout ce qu'il y a. Alors que là, si je prends le hamburger avec le pain, etc. C'est du salé avec la saveur umami, on a vu hier, pour la viande et puis pour le fromage. On a un goût sucré avec l'amidon du pain, souvent avec du pain bleu. Un peu d'amertume avec les oignons, les cornichons, etc. Le gras. Si je prends maintenant le soda, évidemment, c'est du salé et du sucré, enfin du sucré et du salé, le salé pour le gaz. Si je prends les frites, je vais avoir l'amidon, donc du sucré, associé à du gras, de la friture et du sel par-dessus. Et enfin, le dessert, très sucré avec du gras. Donc, c'est vraiment un savant équilibre qui va permettre de tromper le cerveau pour qu'il puisse trop manger, en tout cas par rapport à ses besoins. Parce que 1300 calories en un repas, c'est énorme. Et pourtant, quand on sort d'un fast-food, on a faim. Donc maintenant, on a vu que, enfin, vous comprenez un petit peu le système de transformation, comment ça agit sur le cerveau. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'en dehors de l'alimentation, il y avait aussi des facteurs, d'autres facteurs qui pouvaient jouer sur les mécanismes de la faim et de la satiété. Et ces les deux facteurs les plus importants, il y en a d'autres, mais les deux facteurs les plus importants, ça va être le sommeil et le stress. La majorité des études nous montrent clairement que les adolescents qui dorment entre 6 heures et moins de 6 heures ont plus de risques d'être en surpoids que ceux qui dorment 7 à 9 heures par nuit. Et le lien est encore plus fort chez les enfants. D'ailleurs, les enfants, quand ils sont en période de vacances, vont avoir tendance à prendre du poids parce qu'ils vont vouloir être avec les parents, les adultes, les copains, les cousins. Et donc, leur temps de sommeil va être réduit. Et ces travaux, en fait, montrent aussi que le manque de sommeil rend, ou un manque de sommeil réparateur, et là, j'en reviendrai à Thérèse avec le chocolat dont on parlait l'autre jour, ou les gens qui boivent du café ou du thé le soir. Mais le manque de sommeil réparateur, donc constructeur pour le corps, rend le cerveau bien plus sensible aux signaux des aliments, qui rend ces personnes encore plus aptes à manger, en tout cas plus de calories que d'habitude. En fait, le manque de sommeil, et là je vais faire un clin d'œil de félicitations à Angèle qui est avec nous sur l'appel, parce qu'elle a forcément un très mauvais sommeil, elle dort avec un appareil, donc elle n'a pas un sommeil réparateur, et je suis convaincue qu'elle ne fait pas les 6 à 7 heures de sommeil profond par nuit, et donc elle a un énorme mérite à lutter contre ce surpoids. Et donc, en fait,
si je reviens à mon sommeil, le manque de sommeil rend plus sensible aux pulsions et aux envies immédiates et beaucoup moins aux risques à long terme, en fait, qui tiennent plus du raisonnement. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'Angèle, elle a dû avoir ce courage d'enclencher la raison pour à chaque fois contrôler ses assiettes, contrôler sa prise alimentaire pour entamer la perte de poids. C'est-à-dire qu'elle a une maîtrise des pulsions liées à sa leptine. Et ça, c'est vraiment, on peut leur tirer le chapeau quand que ce soit Angèle ou toutes les personnes qui sont en très fort surpoids et qui luttent contre ça. Donc, en résumé, tout se joue encore une fois dans le cerveau, bien sûr, c'est le grand maître, hein, où le manque de sommeil perturbé joue sur notre satiété. Il va vous dire que vous avez besoin de manger plus pour ne plus avoir faim, et plus vous serez, alors en plus, je veux dire, vous serez plus encore attiré que d'habitude par les aliments que votre cerveau a enregistré comme très caloriques et hyper palatables, et le moindre signal associé va vous faire plus facilement craquer. Donc maintenant, côté stress, parce que là on vient de voir le sommeil, bien sûr le stress agit. Donc côté stress, il faut déjà comprendre, déjà ce qui serait bien, c'est de comprendre ce que c'est que le stress, comment il agit. Le stress, c'est une série de réponses physiologiques et comportementales que le cerveau met en place, ou va mettre en place pour faire face ou pour répondre à une ou plusieurs situations difficiles. En fait, ces réponses, elles sont faites pour limiter les conséquences dommageables d'une situation menaçante et nous permettre d'être au maximum de nos capacités quand il y a des enjeux élevés. Ce sont donc des mécanismes qui sont présents, donc c'est tous les animaux hein, dont on fait partie. Ça fait partie de la vie pour éviter par exemple les prédateurs, pour trouver de la nourriture, pour être en compétition pour se reproduire. C'est donc critique pour la survie, le stress. D'accord? Les réponses au stress en tout cas. Et c'est aussi pour ça que ces réponses au stress, elles sont profondément imprimées dans nos gènes, mais aussi dans notre cerveau. Alors, qu'est-ce qui est ennuyeux? C'est que de nos jours, et pour une bonne partie de l'humanité en fait, hein, à commencer par les pays très développés tout court, la majorité du stress est de nature plutôt psychologique que physique, mais ça entraîne de toute façon une bonne partie, en général, je veux dire, les mêmes réponses. Et parmi ces réponses, il y a une zone dans le cerveau tout petit, qu'on appelle l'amygdale. Alors en fait, l'amygdale, c'est une paire de noyaux de la forme d'une amande qui n'a absolument rien à voir avec les amygdales de la gorge, hein, mais qui sont au cœur de ces mécanismes. Et en cas de stress, cette amygdale active l'axe HHS pour hypothalamo-hypophyso-surrénarien. C'est un nom un peu barbare. Si vous vous souvenez de HHS à la limite, c'est un nom barbare qui désigne un des chemins majeurs en fait de réponse au stress. L'amygdale, elle envoie un signal à l'hypothalamus qui libère à son tour une molécule qu'on appelle corticolibérine qui va signaler à l'hypophyse, une glande aussi dans le cerveau, qui est responsable de produire plein d'hormones. Eh bien, l'hypophyse qui envoie à son tour un signal aux glandes surrénales, les petites glandes dont on disait ce matin, qui sont juste au-dessus des reins. Ce matin, c'était au cours de Pilates. Et qui produisent en fait du cortisol. Et le cortisol, on en a parlé aussi avec vous. Le cortisol, ça sert notamment à augmenter les niveaux de glucose et d'acide gras dans le sang pour avoir de l'énergie disponible pour faire face au stress. Donc, on sait d'expérience,
depuis très très longtemps que la prise de médicaments corticoïdes, et on en parlait, donc similaire au cortisol, peut faire prendre beaucoup de poids en faisant ce qu'on appelle gonfler. En fait, ça agit sur deux choses. Ce matin, je vous expliquais que ça jouait sur la rétention d'eau intercellulaire, et ça joue aussi fortement sur l'appétit. Il semble que le cortisol provoque la résistance à la leptine dans l'hypothalamus. Et c'est certainement la raison pour laquelle les études montrent que les gens les plus stressés gagnent en moyenne plus de poids, surtout dans la région abdominale. Après, il y a la junk food, les produits hyperpalatables, hypercaloriques qui sont plus réconfortants pour diminuer en fait la réponse au stress dans le cerveau, ce qui fait que lorsque l'on est stressé, on va être beaucoup plus attiré par tous ces aliments-là pour répondre en fait un peu à ça, avoir un peu de douceur, être un peu dans un cocon. Donc, si je veux résumer tout ça, le combo manque de sommeil et stress chronique, qui est malheureusement devenu le rituel typique de nos adolescents, et je dirais même de nos vies adultes modernes, vont nous rendre extrêmement sensibles à l'appel des calories passées. Et il suffit très très souvent d'un simple petit signal externe, une publicité, une odeur, un visuel sur un bouquin pour craquer. Et dans un environnement où on est continuellement, mais vraiment continuellement sur ces signaux, eh bien, le cerveau il a perdu d'avance. Alors, en conclusion, vous avez compris comment le cerveau, de manière automatique et inconsciente, vous pousse à faire certains choix alimentaires. Le but, c'est pas que vous reteniez par cœur tout ce que je viens de vous dire, c'est un peu complexe, ne vous inquiétez pas, mais juste que vous compreniez, je vais dire, les grandes lignes. Comme ça, dans la prochaine vidéo, les prochaines vidéos, à partir de demain, on va pouvoir décliner tous ces éléments en conséquences pratiques pour votre vie concrète. Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre pourquoi certaines actions sont ultra efficaces. Donc, je vous donne rendez-vous demain parce que j'ai déjà 2 heures. Est-ce que je parle trop? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Moi, j'aurais une question, Christine. Oui, oui. Tu dis les aliments qui sont transformés, beaucoup transformés, sont en général pas très bons pour la santé. Et la F1 et tous les produits d'Herbalife sont des aliments qui sont profondément transformés. Alors, ils ne sont pas profondément transformés. Si tu regardes comment est fabriquée la F1, c'est simplement les graines de soja qui sont germées, donc hautement protéinées, et ensuite elles sont juste pulsées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est pas cuit, recuit, ajouté avec d'autres ingrédients, etc. On prend la valeur nutritionnelle du soja pour la F1 au soja. Après, tu as d'autres ingrédients. Si tu prends par exemple ça s'appelle pas F1, ça s'appelle Triblen Select, où tu as une sélection de pois, de graines de lin et de quinoa. Voilà, pour avoir en fait la protéine complète, les acides aminés complètes. Elles sont juste germées et pulsées pour être facilement assimilables. Parce que si tu devais consommer, que ce soit le soja ou le pois, etc., en quantité suffisante pour faire face à tes 48% de besoins en vitamines, minéraux, etc., tu aurais besoin de consommer des grosses quantités. Tu comprends? Ok. Ouais. Et non, c'est pas hautement transformé. Et c'est ça qui m'a fait adhérer il y a 20 ans. Parce que justement,
contrairement à beaucoup de produits qu'on trouve notamment dans la gamme sport ou bien dans le… C'est pas chauffé, etc. C'est vraiment différent de la fabrication mère et c'est vraiment intéressant d'aller regarder les vidéos de fabrication d'Herbalife dans les laboratoires, etc. Si un jour il pouvait y avoir une récompense comme ça, moi je sais que quand on arrive au statut de président, on y va, mais voilà, un séjour dans la fabrication complète, ça c'est vraiment, ce serait le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire. On va du champ jusqu'à l'assiette. Et ça, c'est vraiment… donc, moi, je connais ça par vidéo. Quand on est entré dans le système avec mon mari, on nous a accueillis à bras ouverts à Strasbourg. On nous a montré tout ça, tout était transparent. J'ai pu discuter avec les médecins. Mais j'ai encore jamais été ni en Angleterre ou bien aux États-Unis ou bien dans les laboratoires en Allemagne pour voir la transformation totale. Ce serait mon truc, tu vois. Ouais. Et toujours transformation. Demande à Jacques Mani. Ouais, t'as raison. Demande à Jacques Mani qui t'emmène. C'est bagage, tu as raison. Attends, c'est bagage, oui. Mais ça fait partie de mes objectifs, donc je le réalise bientôt. Moi j'ai eu par mon sponsor qui a visité tout dans les années 92, 91. Elle a visité les laboratoires, elle a rencontré Satpal Diwan. Donc voilà, j'ai eu que des photos, moi, mais elle m'a raconté. C'était impressionnant déjà. Alors je pense qu'aujourd'hui, encore beaucoup plus. Et ce qui me fait adhérer, c'est pas chauffé. Voilà, c'est pas chauffé. Pouvoir garder toutes les vertus nutritionnelles du produit de base. En fait. Ok. Ça répond à ta question? Tout à fait, oui, oui. Bon. C'est vrai, quand tu as parlé de produits transformés, je sais pas, j'ai tout de suite fait le lien avec ça parce que je me dis, ça ressemble pas à du soja comme on voit le soja. Oui. D'accord. Si tu vas au magasin bio et que tu achètes donc, tu as le soja jaune, les graines de soja jaune, qui ne sont pas consommables comme ça, hein, d'accord, contrairement aux autres légumineuses. Il faut faire tremper, germer, cuire, si tu veux les manger, ou alors fermenter pour en faire, par exemple, du tofu, des choses comme ça, ou du miso, parce qu'il faut enlever l'antinutriment qui est à l'intérieur, en fait, du soja. Voilà. Et donc après, tu peux le trouver en soja texturé. Et le soja texturé, c'est du soja jaune qui est pulsé en fait. C'est germé et pulsé pour être consommable. Et après, on fait des préparations comme on ferait un hachis parmentier ou autre chose. Voilà, mesdames. Merci. Je vous donne rendez-vous demain? Demain? Oui. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi.